Bien, bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette table ronde sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Donc, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Franco Vorka, directeur technique et de l'innovation de la Fédération des promoteurs immobiliers, Cécile Semery, directrice du pôle architecture et maîtrise d'ouvrage de l'Union sociale pour l'habitat, et M. François Pellegrin, gérant de l'agence éponyme, président d'honneur de l'INSFA et membre de l'AFNOR. Donc, ce que je vous propose pour commencer, après les retours d'expérience desquels on a pu bénéficier, c'est M. Vorka de nous dire quels sont pour vous, en fait, en tant que représentant de la maîtrise d'ouvrage et privé, les enjeux et les perspectives de cette dématérialisation. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Avant de rentrer sur le détail de l'autorisation d'urbanisme, je vais me permettre de reprendre un peu de recul et de parler des travaux qu'on a pu mener, y compris avec François, lors de la création du plan de transition numérique du bâtiment, et que le sujet pour nous, maîtrise d'ouvrage, il va être avant tout un sujet de continuité numérique. Le sujet pour nous, c'est comment aisément et à coût marginal passer du DCE au DOE, comment ainsi aller aisément utiliser les informations qui sont initiées par des acteurs lors de la conception pour pouvoir ensuite être traduites et utilisées lors de la construction, mais aussi de la gestion de l'ouvrage. Donc l'enjeu pour nous, il est clairement là, c'est de disposer d'une continuité numérique. Et deuxième sujet pour parler de ces autorisations d'urbanisme, à ce stade, je crois qu'il y a 44 pièces en annexe d'un permis de construire. Aujourd'hui, on dépose des annexes, on dépose des certificats, on dépose des attestations. Tout ça finit dans des oubliettes et n'est utilisé par personne. Alors qu'en fait, on génère là aussi énormément d'informations et il nous semblerait utile de créer des plateformes ou une plateforme, un peu sur le modèle de ce que fait l'État avec cette plateforme Opérate sur le décret tertiaire, qui permettrait non pas de transmettre une attestation en disant j'ai fait un calcul, mais de pouvoir transmettre des données qui pourraient être ainsi utilisées par l'ensemble de la profession afin de s'améliorer. Et on sortirait ainsi de ces attestations qui finalement ne servent pas à grand monde, voire à personne, qui coûtent, qui nécessitent des calculs et qui finalement meurent de leur belle mort une fois qu'on a déposé le permis. Donc je crois qu'il y a deux sujets majeurs, continuité numérique et plateforme d'utilisation de données. Et donc, pour répondre à la question sur l'autorisation d'urbanisme, l'autorisation d'urbanisme est au cœur de cette vision numérique, puisqu'il y a un moment où vous devez transmettre une masse d'informations importante à l'administration, mais aussi à d'autres acteurs connexes à l'administration, pour avoir votre autorisation de construire. Et de la même manière, du coup, on se retrouverait, si on numérisait ce process, avec la capacité d'accélérer toute la partie conformité qui intervient ensuite à la fin de la réalisation de l'ouvrage, que ce soit pour l'administration, mais aussi pour l'ensemble des acteurs dont la maîtrise d'ouvrage pourrait disposer. Donc voilà, on a, je pense, aujourd'hui toutes les capacités techniques pour lancer une vraie digitalisation de nos process dans l'immobilier, et il ne tient qu'à nous d'accélérer le processus avec les acteurs, l'État et tous autant que nous sommes. Merci. Madame Semery, justement, quels échos trouvez-vous, quels enjeux par rapport à ces premières démarches? Alors, je vais parler en complément de ce qu'a dit la FPI pour ne pas être redondante. Évidemment, il y a la question de la capitalisation des données, c'est-à-dire que là, on focalise sur un temps, mais la question, c'est bien la question de la donnée, et j'y reviendrai après par rapport à la gestion. Mais par rapport aux enjeux de la RE 2020 et tout ça, il y a des vrais enjeux de capitalisation de données. Ce qui était intéressant dans l'exemple de la ville de Paris, c'est de mettre en avant le niveau de transformation qu'il faut pour une collectivité pour arriver en fait à dématérialiser ces autorisations, ce qui renvoie en fait au niveau de transformation nécessaire en fait du côté de la maîtrise d'ouvrage pour assumer aussi ce niveau de transformation. Moi, je représente plus spécifiquement la maîtrise d'ouvrage HLM, donc qui construit et qui gère dans la durée. Donc, qui a cette vision en fait sur
le long terme et qui du coup doit engager une transformation extrêmement importante pour capitaliser au mieux sur ces enjeux. Et ça va me permettre de répondre à une question que François Pellegrin ne posait pas, mais qu'il soulevait implicitement dans son commentaire par le biais de la facturation de la maquette. C'est que finalement aujourd'hui, un maître d'ouvrage social va avoir besoin, s'il veut avoir un retour sur investissement intéressant, on va dire, il va avoir besoin de données sur la vie de l'ouvrage. Et ces données sur la vie de l'ouvrage, elles ne sont pas nécessairement complètement en phase avec ce qui se fait durant la construction. Il va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments, mais qui ne demandent pas forcément un travail supplémentaire extrêmement important. Par contre, il va faire un vrai travail de structuration, de définition de la donnée, de la manière dont il va l'utiliser. Donc bien sûr, s'il y a des maîtres d'ouvrage qui veulent acheter des maquettes, ils peuvent le faire, mais ce ne sera pas forcément comme ça que ça va se produire en fait. Et nous, on pousse vraiment les acteurs à développer leur propre modèle économique, leurs propres usages, pour qu'ils tirent tous les avantages que peuvent leur apporter le numérique. Et on pense que c'est comme ça que ça se développera de manière intelligente et pas juste en demandant, en disant mais le maître d'ouvrage m'a demandé ça, donc il va me payer ça. C'est plus complexe que ça en fait. Le jeu d'acteurs est très complexe et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. On travaille avec les différents acteurs avant dans le plan de transition, enfin dans le PTNB, maintenant dans le plan BIM 2022, et c'est tous ces chevauchements, toutes ces interactions qu'on voit. Voilà, alors aujourd'hui on focalise sur le permis de construire numérique, c'est extrêmement important parce qu'on a vu que c'était un enjeu au moment de la crise sanitaire. La mairie de Paris nous a montré qu'on pouvait gagner du temps, et tout le temps gagné en fait est au bénéfice de l'ensemble des acteurs pour accélérer les délais de construction. Oui, vous citiez la RE 2020. Ça va être là aussi une charnière. Pensez. Pour l'erreur, on en a parlé. Aujourd'hui, on nous demande, dans la réglementation environnementale 2020 qui va sortir, d'intégrer un nouvel indicateur qui s'appelle l'impact carbone. Est-ce que vous savez quel est votre poids carbone? Le mien? Oui. Moi, je ne saurais pas. Voilà. Vous savez quel est le poids carbone de cet immeuble? Vous en avez une idée comme ça, vaguement? C'est un ancien immeuble, donc je dirais assez peu, maintenant à l'usage. Voilà, donc, mais non, je ne veux pas vous embêter. Mais tout ça pour dire qu'on rentre dans un champ inconnu. C'est-à-dire que, autant si je pose la question à François de la moyenne de ce qu'est la consommation énergétique en kilowattheure par mètre carré en énergie primaire, ce que nous ne savions pas ensemble il y a 20 ans, aujourd'hui on le maîtrise et on peut sortir des ratios, on peut estimer. Personne ne sait faire ça sur le carbone aujourd'hui, dans nos métiers. À part les 50 experts qui ont turbiné ces 3 derniers mois en chambre pour construire le modèle et les 1250 pages qui ont été publiées de modélisation. Donc aujourd'hui on en est là, et il va falloir permettre à tout le monde de s'approprier cet indicateur, d'en comprendre les masses, de pouvoir les relier au poids carbone de chaque individu, de chaque concitoyen en France, pouvoir l'aider à appréhender ces éléments-là. Et donc il nous faut des bases de données. Donc vous voyez que l'enjeu, par exemple, que nous défendons à la Fédération des promoteurs, c'est de dire, plutôt que de faire une attestation comme quoi j'ai bien fait un calcul, moi je suis prêt à transmettre les résultats de mon calcul dans une base de données pour que chacun bénéficie du retour d'expérience de l'autre. Et qu'on progresse le plus vite possible, parce qu'on n'a pas 10 ans pour apprendre à ce qu'est le carbone aujourd'hui. Il va falloir qu'on aille très très vite. Et également que l'apport d'expérience du neuf permette d'alimenter l'information nécessaire sur la rénovation. Parce qu'on a l'enjeu du neuf, évidemment, la réglementation environnementale 2020, mais l'enjeu, et le président de la République l'a dit il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier, on a un enjeu majeur sur la rénovation. Donc il va falloir aussi alimenter ces aspects rénovation, où la promotion a aussi un rôle à jouer avec les autres acteurs de la maîtrise d'ouvrage sur les actions de rénovation, réhabilitation qui tiennent compte du poids carbone. Et donc vous voyez que là il s'agit de massifier la transmission de données et permettre à chacun d'en disposer. Donc l'enjeu du permis, encore une fois, c'est ce cristallisateur à l'instant T, mais vous avez la réglementation, les calculs et cette transmission de données qui doit être fluide. Parce que si vous êtes obligé de ressaisir, ou si les systèmes entre eux
nécessite de la ressaisie ou du contrôle parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans la donnée transmise d'un logiciel à un autre, tout s'écroule. Donc voilà l'enjeu, à mon sens. Je t'ai interrompu, pardon. Non, mais très bien. Non, mais c'est vrai que de toute manière, on aborde des questions beaucoup plus sur la durée de vie du bâtiment, qui questionne aussi nos amis maîtres d'œuvre, qui questionne les entreprises, puisque nous, on a l'habitude de réceptionner les ouvrages et de les faire vivre, de les réhabiliter. Mais aujourd'hui, le positionnement des acteurs, alors est-ce que ces outils vont nous y aider ? On pressent que c'est une aide, mais que chacun aussi doit trouver la manière de s'y retrouver. Et voilà. Alors sur la maquette de réhabilitation, c'est vrai que aujourd'hui on n'a pas une continuité de la maquette de construction qui est gérée, qui est réhabilitée. C'est un peu différent, en tout cas du point de vue des bailleurs sociaux. On a une maquette de construction, les données sont envoyées dans des logiciels qui viennent alimenter les bases de données et les logiciels existants. Et puis après, on peut recréer des éléments de maquette qui vont être enrichis par d'autres données, ou alors on vient numériser à ce moment-là le parc pour faire un travail de maîtrise d'œuvre sur la maquette. Donc on n'est pas dans une continuité aussi simple que ça aujourd'hui, mais tout ça va évoluer évidemment dans le temps. Et par contre, sur la question des données, ce qui va être intéressant, c'est les données qu'on va apporter au moment du dépôt de permis de construire, et puis les données qu'on va pouvoir collecter dans la vie de l'ouvrage. Et ça, ce sont des données importantes aussi, et qui sont pour les bailleurs sociaux importantes parce qu'elles sont aussi en lien avec la manière dont on vit dans les logements. Très bien, merci. Si je peux apporter juste un dernier complément, parce que l'avantage de la réglementation environnementale 2020, c'est le calcul d'analyse de cycle de vie. Si vous faites de l'analyse de cycle de vie pour connaître le poids carbone sur une durée de 50 ans, vous connaissez aussi, du coup, l'obsolescence de vos composants, puisque vous connaissez la vitesse et la fréquence de remplacement de composants. Donc vous pouvez aussi en déduire le coût d'exploitation maintenance d'un ouvrage. Donc vous pouvez définir combien ce qu'on appelle en anglais pour les véhicules le total cost of ownership, c'est-à-dire vous savez quel est le coût global de possession d'un ouvrage. Alors il est très théorique, parce que 50 ans, la marge d'incertitude d'une ACV, c'est 30 à 50% d'incertitude, puisque vous vous projetez dans une vision à 50 ans. Mais au-delà de ça, ça vous permet quand même, sur un immeuble donné, d'avoir plusieurs options et de faire des calculs, de pouvoir donc le traduire en données financières. Et là où je voulais en venir, c'est que l'enjeu aujourd'hui de la gestion de données, c'est de penser à l'usage qui en sera fait par les autres parties prenantes. Et la traduction. Et donc, comme le disait Cécile, aujourd'hui, quand vous sortez une maquette de conception, elle ne sert strictement à rien à un gestionnaire. Je vais être très clair avec vous. On a pu faire des expériences avec des investisseurs privés au sein de l'association Fidji, par exemple, qui regroupe un certain nombre de gros investisseurs institutionnels. À peine 5% de ce qui sort d'une maquette est utilisable à ce stade, aujourd'hui, dans les systèmes de gestion de ces investisseurs institutionnels. Et pourtant, l'information pourrait être intégrée dans la maquette à coût très marginal. C'est juste que personne n'a pensé de le demander à l'industriel qui fournit la fiche technique d'un ouvrage, ou bien à l'organisation de l'information qui doit être modifiée et traduite différemment dans les logiciels de gestion. Vous voyez, c'est pas, comme le dit Cécile, on n'y est pas du tout aujourd'hui, mais il manque pas grand-chose pour qu'on le fasse. Et ce qu'on essaye de faire en parlant tous ensemble aujourd'hui, là, c'est de dire, mettons-nous autour de la table, créons les passerelles de traduction, les passerelles qui permettent de passer d'un logiciel à un autre, de transférer des données d'un logiciel à un autre. Il y a beaucoup de travail qui a été fait autour des IFC, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi basculer vers le langage gestion. Donc on y travaille. Moi, je suis aussi, vous le savez, président de la RSCS, et on travaille aussi sur les standardisations d'organisation de données, notamment, et les définitions. Ne serait-ce que la définition d'une surface. À ce stade, il n'y a pas de définition unique de la surface. On est bien placé pour le savoir dans les dépôts de permis de construire notamment. Donc il faut pouvoir passer d'une définition à une autre. La question de la donnée, c'est pas le fait qu'elle soit en grande quantité. C'est en fait
quel est son usage récurrent et quel est l'intérêt de l'automatisation d'un certain nombre de process. Et c'est ça en fait qui va donner les gisements intéressants pour avoir des données numériques. Donc c'est important en fait de ne pas penser que parce qu'un objet contient un nombre très important de données, c'est pas ça qui fait forcément sa richesse. C'est du travail, c'est évident, mais pour autant, la richesse, elle va se trouver dans cette forme de récurrence, dans les enjeux d'automatisation que vont trouver en fait les utilisateurs qui viennent après. Bien sûr. Oui, complètement, c'est. Alors, on s'est un peu éloigné du permis, mais, Non, mais on va repasser après la François, quoi. Oui. non, je vais quand même rebondir là-dessus. C'est vrai qu'il faut partir de l'usage. Ça sert à rien de dire je mets des trucs dans ma maquette, ça sert à personne. Donc, mais ça on l'avait fait. Il y a des travaux très anciens de MediaConstruct qu'on a inventé en 1986, MediaConstruct, où on avait fait. Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de 3D, mais on s'était dit, on échange en DXF. Il y a des couches, des layers. Eh bien, mettons-nous à penser qu'est-ce qui est utile que je mette sur cette couche-là. Et en fait, c'est moins pour soi que pour celui qui vient derrière, qui va exploiter. Mais celui qui vient derrière et qui va exploiter, il va falloir que je valide à un moment son travail. Donc si c'est bien formaté comme je l'ai fait, moi, mon autocontrôle, mon contrôle, il est simplifié. Donc en fait, on a intérêt à avoir une réflexion collective, c'est ce qui se passe au plan BIM 2022, ADN et ailleurs, dans tous les lieux où on réfléchit à ces questions, à trouver quel est vraiment le sens aux données. Par contre, un petit bémol sur la base de données finale. C'est vrai que moi je prends toujours l'exemple. Admettons qu'en phase conception, on charrie 1000 entités. En phase réalisation, on va monter à 100 000 entités. En phase d'exploitation, on va peut-être redescendre à 100 entités pour la gestion quotidienne. Donc ça c'est bien. Donc c'est-à-dire qu'il faut livrer une maquette expurgée, souple et malléable, et pas trop chargée. Mais dans 20 ans ou dans 10 ans, ou s'il y a un sinistre, l'expert ou l'exploitant du bâtiment, qui veut rajouter un étage ou autre chose, va devoir quand même aussi mettre la main sur la base initiale totale. Donc moi je dis qu'à la livraison, il devrait y avoir deux maquettes. La maquette légère d'exploitation courante, qui va bien, mais quand même conserver la maquette qui va jusqu'au ferraillage, au boulon, enfin tout ce qu'on a mis dedans, pour pouvoir simplifier la vie de ceux qui ont à réintervenir sur le bâti. C'est un peu ce qu'on avait développé, François, tu te souviens, avec cette idée de données passives, données actives. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, vous éteignez, vous allumez les données en fonction de la phase du bâtiment. Le ferraillage, c'est une donnée active. Quand vous avez besoin de ferrailler votre ouvrage et de couler le béton, ou quand vous avez besoin de toutes ces données de structure, si vous faites de l'ossature bois ou de l'ossature métallique. Là, vous allumez la donnée active. Et puis à un moment, vous allez l'éteindre, parce que vous n'en avez plus besoin. Mais par contre, vous avez besoin de savoir comment on change l'ampoule dans tel appareil d'éclairage, ce qui n'est pas du tout une donnée active lorsque vous construisez l'ouvrage. Donc en fait, l'organisation de l'information, elle est en permanence dynamique. Et c'est ça qu'on a beaucoup de mal à faire passer avec les éditeurs logiciels, avec tout le monde. C'est qu'on doit monter dans un monde dynamique où données actives, données passives. Et il faut pouvoir facilement, sans réacquérir de l'information, sans les perdre, avec des systèmes d'hypertexte, que sais-je, ou autres, pouvoir facilement récupérer de l'information tout au long du cycle de vie et pouvoir éventuellement même se reconnecter à des bases de données d'industriels, pourquoi pas, c'est un des enjeux, d'aller rechercher le cas échéant un composant parce que on a besoin de le remplacer et l'information elle est chez l'industriel et on va pas la traîner dans une base de données qui va peser des téraoctets. Mais l'ARE 2020 va nous aider parce qu'elle installe, vous l'avez dit tout à l'heure, elle installe forcément le raisonnement au coût global. En plus, elle élargit les critères d'appréciation des performances d'un logement. On quitte le pur champ de la thermique pour embrasser beaucoup plus large. Et on a bien vu aujourd'hui, confinement oblige, que la qualité de vie, la santé, la sécurité, la qualité de l'air, etc., qui sont des choses parfaitement simulables. On a, à partir de maquette, la possibilité de simuler toutes les performances que l'on veut. Moi, mon propos, c'est de dire, à terme, quand tous les acteurs auront acquis le niveau de maturité sur ces questions-là, c'est que c'est avant le dépôt du permis qu'ils vont avoir fait ces simulations. Parce que découvrir, après coup,
que finalement on n'avait pas fait les bons calculs et qu'il faut changer les épaisseurs des murs, voilà, c'est permis modificatif, c'est insatisfaction de tout le monde. Donc par rapport à l'enjeu du permis de construire numérique, une fois que la montée en compétence de tous les acteurs aura été faite, il faut pleinement utiliser tout ça. Et effectivement, cette idée de la maquette qui va vivre avec des données actives, qui va aller chercher des données dans la base de gestion et tout ça, c'est un futur, mais qui n'est pas encore là et qui est certainement à réfléchir avec l'ensemble des acteurs et pas renvoyer la balle en fait à chaque acteur pour dire c'est à vous que ça servira, voilà. Donc on est dans un jeu en fait qu'il faut jouer collectif. Et d'ailleurs le maître d'ouvrage, par exemple, qui est au moment du permis de construire à l'articulation de la maîtrise d'œuvre, de la collectivité, parfois de l'entreprise, pas toujours. Voilà, joue en fait ce rôle de cheville ouvrière. Un peu là, on travaille dans le plan BIM 2022 à la question du DCE. Comment est-ce qu'on peut travailler intelligemment pour que le DCE soit bien fait par le maître d'œuvre, enfin du point de vue numérique, pour que ça facilite aussi le travail de l'entreprise pour répondre de manière numérique. Donc le maître d'ouvrage, il vient là essayer de fluidifier aussi la filière. Mais c'est pas parce que en fait il l'initie que c'est à lui qu'il faut tout demander. Voilà, c'est ça en fait qui est le positionnement. Il est un petit peu difficile à trouver par rapport à ça. Mais on joue tout notre jeu, tout notre rôle d'acteur incitant en fait, puisque les organismes en fait sont pleinement impliqués sur ce sujet-là. C'est exactement ce qui revient, c'est le côté global des bâtiments, global des acteurs, la continuité, c'est vraiment ce qui ressort de ce que vous dites, c'est la collaboration et la projection des uns des autres. Attention, là, que je rejoins ce que dit Cécile. Ne brûlons pas les étapes, parce que je suis le premier à les avoir brûlées et à m'être brûlé avec ça, parce que j'ai cru qu'on allait aller plus vite. Mais en réalité, il faut vraiment y aller étape par étape. Il y a d'abord des premières étapes, et on parlait du permis. La première étape, c'est la transmission de données, comme ça a été bien présenté par la personne de la mairie de Paris. C'est une première étape, c'est la transmission de données qui ne sont pas forcément d'ailleurs des données utilisables, ça peut être des PDF, mais voilà, on commence une première étape, et puis ensuite vous avez une deuxième étape où on regarde quel type de logiciel on peut adapter pour contrôler les fameux BIM checkers qui permettent de contrôler un certain nombre de paramètres. Et puis après, on va vers des données qui sont cette fois-ci fluides et qui passent d'un système à l'autre. Mais franchement, ne brûlons pas les étapes parce que à vouloir atteindre tout de suite ce sujet-là, on se trompera. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, derrière le digital, vous avez un outil qui permet de révolutionner le mode contractuel. Si je passe de l'itératif au collaboratif, j'ai plus les mêmes contrats, j'ai plus les mêmes demandes de contractuels de performance. Enfin, on change de monde. Et vous le voyez bien quand on se compare à d'autres industries, les modèles contractuels sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, je suis actuellement une thèse dans le master auquel j'enseigne à l'école des ponts, et on voit bien même que parmi la maîtrise d'ouvrage public, vous avez des cahiers de clauses générales administratives pour le bâtiment et pour les objets industriels. Et quand vous regardez finalement l'objet industriel, le cahier de clauses administratives est plus adapté au mode collaboratif numérique que notre cahier de clauses administrative actuel. Donc ça pose question. C'est-à-dire qu'en réalité, le digital nous force aussi, peut-être, sûrement à mon sens, à repenser nos modes contractuels. Alors c'est un beaucoup plus gros enjeu, c'est plus de travail, on ne le fera que ensemble. Mais voilà, c'est pour ça que je dis attention, ne fantasmons pas, j'ai été le premier à le faire et je me suis trompé, vers ce qu'on pourrait faire tout de suite, parce que finalement le nombre de choses à changer pour aller pleinement utiliser tous les avantages du digital nécessite de changer d'autres choses et en premier lieu notre mode contractuel. Et je dirais même que c'est contre-productif, parce que si on donne trop d'attentes à un acteur et que il n'arrive pas, on va refermer la page trop vite. Donc allons-y pas à pas, intégrons les gens, c'est-à-dire qu'ils aient leurs usages, qu'ils y trouvent un intérêt, qu'ils y trouvent une facilité de travail ou une manière de travailler mieux ou autrement, mais ne vendons pas non plus du rêve à des gens qui ne vont pas savoir que faire d'une maquette numérique.
Mais on s'en lasse je suis vite. d'accord. Mais par exemple, sur le permis de construire numérique, bon, la démonstration a été magistrale. La ville de Paris montre que c'est faisable. Il faut avoir la plateforme, et voilà. Et on économise beaucoup d'arbres et de forêts. Ça, c'est très bien. Après, dans ce que l'UNSFA propose, en piste d'expérimentation, il y a plusieurs, je ne veux pas dire paliers, niveaux, mais rien. Par exemple, ce qu'on avait fait, nous, sur Bussy-Saint-Georges. Le fait de dire, moi, architecte, je vais arriver chez l'instructeur et je vais lui montrer que j'ai autocontrôlé. J'ai passé en revue le PLU et je l'ai matérialisé en 3D. Mais lui en une heure, il n'a pas à déployer ses coupes, ses façades, afficher tout ça, où est-ce qu'il manque une information, puis faire un avis d'incomplet parce que... Je suis d'accord avec toi, François, sous réserve que nous soyons bien d'accord sur la qualification des logiciels de contrôle. Absolument. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment écouter les instructeurs, leur demander leur avis, et c'est eux qui vont... Bien sûr, on peut définir... C'est là, je pense que tu vois, c'est le travail qui reste à mener, et je remercie à ce titre d'ailleurs la DHUP et la DGLN qui nous ouvrent aujourd'hui la possibilité de travailler avec eux, l'UNSFA, l'USH, etc., et le plan BIM 2022, parce que l'enjeu il est là, c'est de ne plus travailler en silo, et de dire à un instructeur, on a des outils qui peuvent vous être utiles, à vous de les valider, à vous de nous dire si c'est celui-là ou un autre, parce que ça peut vous rendre le travail plus intéressant. Franchement, pardon François. Non, je prends un autre cas d'usage, parce que par exemple, ce qui est maintenant répandu, c'est que quand on dépose l'attestation RT 2012, elle vaut juridiquement, c'est un engagement. Est-ce que quelqu'un la vérifie? Il la vérifiera s'il y a malfaçon ou autre, et on dit, bon, et encore pas. Bon. J'ai posé la question, personne n'utilise ces attestations. Si je bouge, si je déplace le curseur pour aller vers d'autres ambitions, qui sont par exemple l'autocontrôle de la réglementation incendie, ou l'autocontrôle de l'accessibilité personnes à mobilité réduite. On a des checkers, aujourd'hui beaucoup trop chers, qui doivent être développés certainement encore mieux, mais on a les outils techniques pour confronter donc des ensembles de règles à une maquette et ressortir un rapport d'autocontrôle. Eh bien, autant on a admis que l'attestation RT 2012 déposée sur le site du ministère vaut force de loi, autant on pourrait imaginer qu'un rapport d'autocontrôle, sous réserve qu'on ait certifié tous ces logiciels, qu'on ait vu que ce n'était pas du pipeau, eh bien, on pourrait comme ça aussi faciliter l'instruction de certaines réglementations. Mais moi, je vais encore plus loin sur l'ARE 2020. Au lieu de donner une attestation que personne n'utilise, donnons les résultats. Oui, ça c'est très bien. Oui. Comme on le fait pour les diagnostics de performance énergétique, résultats de calcul qui sont stockés aujourd'hui. On le capitalise, oui. Là, on les capitalise sur une base de données, et au lieu de donner une attestation qui, encore une fois, finit aux oubliettes, là, on donne des résultats de calcul, on les compile avec d'autres projets, on fait des typologies, on échange, on récupère de l'information, on permet à chacun de devenir plus intelligent. Et là, enfin, on a capitalisé sur le coût que ça représente de faire ces calculs, que ce soit pour la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage. Et ce sera particulièrement précieux pour la réhabilitation dont on parlait. Parce qu'on les connaît, les céréales, les bâtiments qui posent des problèmes. Il y a des typologies. Bon, à chaque fois, on refait des calculs. Si on avait ces bases mutualisées, accessibles, on gagnerait tous du temps. Très bien, merci beaucoup. Je propose maintenant de répondre à quelques questions qui nous ont été posées par nos nombreux auditeurs du jour. La première, par l'École des ponts et chaussées. Est-ce que les dossiers sensibles ne pourraient-ils pas faire l'objet d'une présentation aux riverains durant leur instruction ? C'est ce qui se passe tous les jours, enfin en principe, c'est-à-dire que la concertation, le maire il la provoque, si jamais l'équipe ne va pas naturellement, il l'organise. Enfin les bailleurs sociaux font ça tous les jours, parce que d'abord ils ont des obligations, je pense vis-à-vis des riverains, quand on fait des réhabilitations, au moins les habitants eux-mêmes, et nous on sait très bien qu'un projet adopté, c'est un projet partagé. Si le passage en force, ça marche plus. Hein. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus dans un dialogue avec les riverains, avec les habitants, pour les organismes HLM quand ils sont là. C'est une obligation, mais en fait, c'est pas juste une obligation, parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un questionnaire, c'est vraiment un accompagnement. Et plus les projets sont acceptés, mieux ils se déroulent. Alors l'enjeu du numérique, ça peut être effectivement... ce qu'on voit dans les organismes HLM, c'est que la lecture d'un plan, c'est quand même quelque chose du ressort du professionnel. En fait, il y a quand même un apprentissage à la lecture du plan. Le numérique, notamment au travers du 3D, en fait,
permet de communiquer un certain nombre de choses plus facilement. Voilà, c'est peut-être un des enjeux, mais c'est vrai que pour un habitant finalement, pour un riverain, le dossier de permis de construire est peut-être un peu touffu. On pourrait travailler à le rendre plus C'est la question plus qui est accessible. derrière, c'est qu'en fait, on voit bien que là, l'idée, c'est de dire, est-ce que on pourrait faire des présentations en immersif? On le fait déjà. On a une petite idée de la réponse aussi. Oui, hein, mais... j'imagine. Oui, mais attention à que- l'immersif aussi. Mais bon, voilà. Parce que c'est bien, on communique bien, mais ça représente pas non plus complètement la réalité. Alors, donc, tu touches un sujet de fond, c'est-à-dire que en immersif aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui font de la 3D, et on retombe sur notre idée tout à l'heure de transparence de données. C'est-à-dire qu'il y a de l'immersif façon jeu vidéo, c'est-à-dire que je vous vends un projet qui n'est pas celui qui sera réalisé, mais une superbe image de jeu vidéo, ou je vous vends de l'immersif qui est cadré en termes volumétriques, en termes de distance, etc., qui correspond bien au projet tel qu'il est dans le permis. Et là, il y a des engagements dans la concertation. Hein, c'est là où justement l'enjeu de transparence de l'information vis-à-vis des tiers va être extrêmement important, parce qu'il faut présenter ce qu'est le permis de construire et pas une image déformée ou flatteuse. Alors, tout à fait. Flatteuse, oui, il le faut, parce que on est quand même là pour montrer la beauté du geste architectural. Et il faut le mettre en valeur. Je veux dire, pas exagérément flatteuse, avec l'arbre qui cache le petit truc. On dit la même chose, mais voilà, je pense qu'il faut être flatteur aussi, parce que moi je crois beaucoup à ce geste architectural, parce qu'il est important et il faut le mettre en valeur. Et le faire comprendre, et la maquette aide à le faire comprendre. Exactement. Plus qu'un plan, comme le disait Cécile. Oui, il faut aussi, pour les futurs habitants, faire comprendre les espaces dans lesquels ils vont évoluer. Et c'est important parce que la lecture d'un plan n'est pas forcément très accessible pour tout un chacun. Il y a des organismes HLM qui développent les revues de projet immersives. C'est intéressant aussi. C'est une manière aussi de communiquer avec des non-professionnels du bâtiment, parce que les gestionnaires, ils sont des professionnels du bâtiment, mais pas de la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, ça permet en fait de communiquer aussi ou de voir des choses qu'on ne voyait pas. En fait, c'est plutôt un complément pour les professionnels, c'est plutôt un complément d'information au travers de ces outils. Sur ce plan, on a vécu une expérience intéressante sur notre projet à Bussy-Saint-Georges, parce qu'on avait développé et mis en action BIMscreen, qui est une solution qu'on avait développée avec BTP Consultant. Et le gardien, exploitant, qui allait habiter sur place, Emmaüs Habitat lui avait montré les plans, les trucs, les boîtes aux lettres, les ordures ménagères, bon, il n'a rien trouvé à redire. Quand il a pu découvrir l'immersion virtuelle qui s'est promené dans le truc, il nous a fait des remarques très pertinentes qui ont entraîné des adaptations du projet, la position de la boîte aux lettres ou des trucs, parce que sur plan, il ne voyait pas le parcours. Oui, on croit qu'en termes de lisibilité, effectivement, ça change tout. Enfin, en tout cas, ça rend accessible. Vous en parliez, c'est sûr que le numérique n'a du sens que s'il est accessible. C'est juste des comités d'experts. Mais là, sur l'exemple que je cite, on en vient bien à l'usage. L'importance de l'usage. Oui. Et quelqu'un qui n'a pas pu se reconstituer l'espace, mais qui va être un exploitant de ce bâtiment, c'est dommage de ne pas l'entendre au bon moment. Il a pu se l'approprier. Voilà. Complètement, oui. Tout à fait. On nous pose également une question, en fait, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, un permis modificatif pourra se faire à partir des documents archivés? Vous en parliez tout à l'heure. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, le permis modificatif à partir de documents archivés. Un permis modificatif, c'est que il y a eu une décision qui a fait qu'on a fait quelque chose. Normalement, avant de le faire, on dépose le permis modificatif. Donc, il faudra la suite de la question. C'est pas plutôt de la réhabilitation, plutôt en fait. Dans le cas où il y a deux architectes, peut-être en réa ou. J'ai du mal à traduire la question. Alors après c'est vrai qu'il y a une question sur la propriété intellectuelle, effectivement, pour l'architecte successeur. Donc peut-être qu'effectivement, c'est pas le permis modificatif, ça sera peut-être plus dans un deuxième par rapport à l'auteur du projet initial. C'est le concepteur, il y a un maître d'œuvre d'exécution qui réalise un projet et qui fait un modificatif après. Je ne sais pas, mais après, il y a le sujet qui se pose quotidiennement. On n'a pas le droit
si on fait une réhabilitation qui modifie sensiblement l'aspect architectural, parce qu'on a mis voilà, des matériaux, de l'ITE ou autre chose, on doit s'assurer de l'accord, parce que c'est la propriété intellectuelle, de l'accord de l'auteur d'origine. Et ça s'éteint au bout de 50 ou 70 ans, je crois. Donc, même si l'architecte n'est plus de ce monde, il faut contacter les ayants droit. On le fait régulièrement et normalement, il pourrait y avoir non-instruction ou pièce manquante en disant on n'a pas l'accord des ayants droit. Voilà. Sur la ville de Paris, qui est très vigilante au maintien de la qualité du patrimoine, il y a patrimoine XXe siècle, il y a l'association du Vieux Paris, donc tout ça, ce sont des gens que l'on concerte en amont du dépôt, mais il faut aller chercher l'accord de l'architecte d'origine ou des ayants droit. Mais sur la propriété intellectuelle, on fait beaucoup de choses là-dessus. La propriété intellectuelle, maquette. Moi, je déclarais que la maquette, elle doit appartenir in fine au bâtiment. Parce que le bâtiment, il va changer d'exploitant et il faut que les données restent au bâtiment. On a entendu plein de débats en disant ouais, on va perdre la propriété intellectuelle, ceci, cela. Personne n'a soulevé la question de la propriété intellectuelle quand il s'agissait de plans en 2D. Je vois pas en quoi la troisième dimension rajoute une complexité. Tous les textes existent sur la protection industrielle. Pour moi, c'est un faux sujet. Par contre, il y a un vrai sujet qui nous concerne tous, c'est toutes ces big data qu'on va générer, tout ce magma qui permet de faire plein de choses intéressantes, comment on s'organise pour que ça reste entre les mains au moins de la collectivité et que ce ne soit pas pillé par des GAFA ou autres qui vont capter nos données, peut-être nous les confisquer puis nous les revendre ensuite pour qu'on puisse travailler, alors que, comme ça a été dit tout à l'heure, la consolidation de ces données peut aider tous nos métiers, notamment pour la gestion et l'exploitation. Donc là, il y a un problème de propriété, je dirais, des données. On va les massifier. Et comment on protège ça? On revient, Thierry Breton l'a bien exprimé au niveau de la Commission européenne. Et je pense que là, on va renvoyer à ses dires. Effectivement, il y a un sujet majeur d'usage, de propriété commune de ces données une fois qu'elles sont agrégées. Et effectivement, ça ne peut pas être la propriété d'un seul privé. Il y a un intérêt général et commun sur ces sujets-là. Donc, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Thierry Breton, mais c'est très intéressant parce que là, il y a un enjeu européen et national de législation autour de la propriété de l'information qui est plus large, je pense, que le sujet du permis. Et encore une fois, je suis David François, on a déjà une législation très solide sur la propriété intellectuelle, rien ne change. Ouais. Vous donnez un plan, déjà avant vous donniez un plan papier. Ah oui. Je pouvais le photocopier. À ce moment-là, il fallait parler de la propriété intellectuelle sur la capacité qu'avait quelqu'un de photocopier un plan. C'est ignoble de faire une chose pareille. Personne ne copie le plan d'un autre architecte. Non. Ça n'arrive jamais. Ça va être pareil. Complètement, et c'est vrai qu'il faut qu'on reste souverain des données. C'est peut-être là qui est. C'est un enjeu qui est plus macro, je pense. Complètement. On a des questions également liées à l'instruction. Est-ce que dans la pratique, l'instructeur peut faire confiance à l'architecte pour la modélisation des règles d'urbanisme? Alors, elle est pertinente, elle est très pertinente, la question. Bien évidemment qu'il va falloir justement montrer que ces logiciels sont propres sur eux, qu'on ne triche pas. Et par exemple, quand j'ai matérialisé sur mon prospect, sur ma maquette, j'ai matérialisé par exemple un plan, que j'ai mis en jaune, qui représente la contrainte extrait du PLU, là, truc à 45 degrés, qui ne doit pas être je donne la possibilité à l'examinateur tout de suite d'aller cliquer sur ce plan et il voit que c'est bien 45 degrés et pas 43,2. Donc, moi je reviens toujours à ça qui est quand même fondamental, c'est que la maquette, elle amène une forme de transparence. Ça doit naturellement déboucher sur de la confiance, parce qu'on vérifie tout de suite si c'est faux. Puis d'ailleurs, on peut à tout moment passer une cote. Donc l'architecte serait suicidaire de commencer à tricher sur ces trucs-là, parce que ça se verra tout de suite. Et la troisième chose, c'est que transparence plus confiance, ça nous amène plus facilement à la garantie de performance. Si j'ai confiance, si je peux avoir vraiment confiance en cette maquette, alors toutes les simulations que je fais, tous les mises en évidence de recul, de prospect ou de simulation thermique et bilan carbone,
sont dignes de confiance, à condition bien sûr qu'on ne s'amuse pas à faire comme dans certains domaines automobiles, tricher sur des moteurs de calcul pour... voilà. Ça n'arrive jamais. Non, mais encore une fois, là, l'enjeu qui fait peur, je pense, à beaucoup de nos auditeurs, c'est que la maquette peut être ultra précise. Et c'est d'ailleurs l'enjeu qu'il va falloir qu'on traite, c'est que comme le dit François, quand vous prenez une cote, c'est 43,258 degrés. Et ça, c'est un énorme problème, parce que du coup, ça fait croire à tout le monde que le projet est fini, que c'est ça qu'on va construire. Et donc, là, le vœu que j'envoie à tous les éditeurs logiciels, c'est qu'on puisse, en fonction des phases, arrondir les chiffres. C'est-à-dire que si je suis en phase préliminaire, ben, le degré sépare pas peut-être de 5 degrés. Les mètres carrés, c'est des mètres carrés, il n'y a pas de chiffre après la virgule. On commence à en mettre que quand on est sur des projets détaillés. Vous voyez, c'est l'enjeu qu'on a, parce que ces maquettes, elles perturbent beaucoup parce qu'elles donnent l'impression que c'est ultra précis. Et ça l'est pas du tout. En fait, c'est juste que le système électronique et informatique permet de faire des calculs avec 10 chiffres après la virgule. Oui, c'est sûr. Mais c'est n'importe quoi de faire ça. Et du coup, on en perd ce que... Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que je sois accompagné des livrables PDF. Exactement. Qui disent, voilà, c'est un APS, ou c'est un avant-projet détaillé, ou c'est un permis, et puis l'usage. Et on met les bonnes marges d'incertitude, voilà, de manière à ce qu'on ne soit pas pris dans des pièges sur les enjeux du numérique qui font « Ah ouais, mais dans le permis, il y avait marqué 18,32 mètres carrés, et en fait, il y en a que 18,27. » Et là, on est tous foutus. Faut pas que ça soit comme ça. Je pense que ça pose également la question de la maîtrise des outils par les personnes qui sont amenées à délivrer des autorisations ou pour les maîtres d'ouvrage à contrôler les maquettes. Est-ce qu'on est au même niveau de technicité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut les manipuler? On ne va pas s'équiper des mêmes logiciels, on n'a pas vocation à ça. Et du coup, ça pose toute cette question-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus perdre complètement, se dire que tout est géré dans un outil sur lequel on n'a pas de connaissances. Donc il faut vraiment trouver ces passerelles. On ne peut pas être on ne peut pas juste accepter des autocontrôles. Il faut quand même avoir un rôle actif et avoir ces outils pour pouvoir dire bah oui, effectivement, ça me convient, c'est bien ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens à ce qu'a présenté la ville de Paris, c'est qu'on est vraiment dans les transformations des autres acteurs. Il n'y a pas que les concepteurs, il n'y a pas que les entreprises. La chaîne est beaucoup plus large que ça. Et je pense que cette question pose aussi cette question-là. Et à la mairie de Paris, ils disaient aujourd'hui, on aura peut-être d'autres visualisateurs pour comprendre mieux avec la maquette numérique, mais ils n'ont pas, ils en sont pas à se dire que pareil, ça viendra peut-être. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont là, qui sont peut-être possibles, qui sont tangibles, mais c'est vrai que c'est des transformations un peu longues. Un peu longues, très importantes, mais qui sont, de mon point de vue, inéluctables. Après, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est inéluctable. Le canton de Genève nous a donné des exemples. Ils sont assez en avance là-dessus. Ils ont bien fait le calcul du ratio coût-bénéfice entre ce que voilà. Bon, ce sont des voies. C'est pour ça que nous pensons que par rapport à la réglementation qui va obliger les communes de plus de 3500 habitants d'être au rendez-vous de l'ANEMAT PDF en 1er janvier 2022. Bon, on voit que ça peut marcher. Le ministère, il y a Croquis, il y a Plateau, enfin il y a plusieurs choses plusieurs pistes pour collationner ces données. Mais je dis ça, c'est nécessaire par ailleurs d'aller expérimenter dès maintenant, puis c'est le sens du plan BIM 2022, d'autres voies plus progressistes qui alors impactent beaucoup plus les jeux d'acteurs. Fluidifier, si on en revient sur le permis, fluidifier l'instruction du permis dans le but de raccourcir des délais, qui est l'intérêt de tous. C'est utiliser la maquette comme élément de compréhension beaucoup plus rapide, de vérification beaucoup plus rapide, et bien sûr qu'il ne faudra pas prendre pour argent comptant ce qu'aura donné le pétitionnaire et son architecte. Il faudra que la collectivité qui reçoit ça ait des petits moyens très simples pour vérifier qu'on n'est pas en train de lui raconter des histoires.
Quand tous les acteurs sauront que l'administration n'est pas aveugle, que l'instructeur n'est pas aveugle, qu'il a les mêmes outils, sans que ça coûte aussi cher. C'est pas des outils de modélisation, c'est des outils de visualisation et de checking. Eh bien, tout le monde rentrera dans la rigueur professionnelle qu'on est tous censés avoir depuis le début. Justement, Monsieur Artenech, architecte, nous demande si dans le volet PMR, avec la maquette, on peut valider la qualité d'usage des espaces et des équipements. Et pas que. Il n'y a pas que le sujet PMR. Dans la maquette, on le sait tous aujourd'hui, on peut faire des visites virtuelles à partir du plan qu'on a modélisé. Donc on va pouvoir qualifier les espaces PMR comme tous les autres espaces, les voir d'une manière beaucoup plus... on peut même imaginer le parcours en fauteuil, à la hauteur du fauteuil, aller voir si ça c'est accessible. Enfin, tout ça, le numérique nous permet de le simuler. Et justement, on avancera un peu dans les phases. C'est cette fois-ci l'agence OSIA qui nous demande quel degré de tolérance on exige pour obtenir la conformité sur la comparaison entre la maquette et l'exécution. D'abord, les tolérances, elles sont fixées par les règles, les DTU. On dit que voilà. Rien ne change, en fait. Rien ne change. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à voir sur les chantiers, nous on l'a vu avec notre réalité virtuelle, on commence à voir le gros œuvre qui va aller se promener, ou l'architecte ou le maître d'ouvrage, et on est dans le sous-sol, on voit les poteaux, on lit en même temps la maquette et on voit si ce qui a été exécuté est copie conforme. Donc ça donne des outils de contrôle pour tous les acteurs, ceux qui font la tâche et ceux qui sont censés valider la tâche, de vérifier l'exactitude du projet. Mais on ne va pas changer les normes pour autant. Aujourd'hui, on a dit que la tolérance est de tant de centimètres pour tel matériau, et voilà. Il y a des questions intéressantes là sur les collectivités. Alors on l'a vu, il va y avoir une expérimentation du plan BIM 2022 pour différents types de communes, tailles de communes. De toute manière, je pense qu'il y a quand même une ambition sur la fracture numérique. Moi, je voulais juste dire à ce sujet-là que de plus en plus les organismes qui ont du patrimoine en fait sur un territoire travaillent avec les SIG des collectivités. Donc, et c'est intéressant parce que du coup, intègrent leur patrimoine dans les SIG, peuvent croiser des données, voilà, et jouent vraiment avec ces éléments-là. Je pense que c'est un des vecteurs très importants en fait du développement du numérique et du BIM. Oui, effectivement. On a des remontées en fait de gens qui ne sont pas à Paris, qui ne sont pas dans les grandes agglomérations et qui se demandent quand ça va pouvoir leur arriver. C'est tout l'enjeu, c'est d'accélérer. D'ailleurs, vous avez dans vos questions des gens qui vous parlent de Brest. Il n'y a pas qu'à Paris, il y a d'autres territoires qui ont commencé à tester cela. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu que nous portons tous, nos trois organisations, c'est de dire on n'attend pas le 1er janvier 2022, il faut accélérer. Il faut accélérer parce que on a les outils, on a les moyens, et il est important de fluidifier et d'accompagner les services instructeurs dans cette accélération. Encore une fois, notre rôle, c'est pas du tout de dire aux services instructeurs ce qu'ils doivent faire, ils le savent beaucoup mieux que nous. Par contre, les accompagner en fournissant des informations aisément digitales, aisément utilisables, en leur montrant les et en apprenant avec eux, parce que c'est l'objet de l'expérimentation. On peut aller vite. C'est vrai que pour mesurer l'impact, c'est bien d'avoir les retours aussi. Mais il n'est pas une des vertus de l'expérimentation. Nos professions ne sont pas là pour imposer en disant vous travaillez mal, maintenant on va vous montrer comment il faut faire. C'est pas du tout ça. C'est qu'on sait tous qu'il y a un gain là-dedans. Bon, essayons de bien l'appréhender et de faire en sorte que ça marche bien du premier coup. Donc il faut être à l'écoute des instructeurs qui nous disent ah non ça c'est pas possible, ça on sait pas. Ah tiens on pourrait, oui ok. Puis on va... Et dans les gains, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir une vision globale où on va. Parce que ça permet justement de faire des plateformes qui d'aujourd'hui vont traiter du PDF et demain traiteront un autre format, de la maquette numérique, IFC ou que sais-je encore. Donc il y a bien cette nécessité de ne pas réinvestir dans une nouvelle plateforme parce qu'on va passer du PDF à un autre format. Il faut que ce soit une plateforme qui peut accepter de multiples formats de données, sinon
on recommence à chaque fois. C'est vrai ça, c'est coûteux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on parle de deux choses, parce qu'il y a le PDF un peu figé, on peut avoir aussi des données dynamiques, et on entre dans des mondes très différents. Et le PC aujourd'hui, quand on envisage la dématérialisation, on ne peut faire que du PDF. Oui. Et là, c'est déjà mais si cette plateforme, c'est de la donnée. Donc, voilà. Si c'est du flux de données, si c'est ce format-là aujourd'hui et que ça peut en être un autre demain, si la plateforme et les tuyaux sont bien branchés, on pourra accepter autre chose. L'avantage d'autres formats demain, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir exploiter ces données. Alors que le PDF, ça reste du PDF, quoi. On va pas faire des bases de données avec du PDF. C'est la question de la dynamique, quoi. Ouais. Un document de référence pour le PDF. Ah, mais je regarde par exemple les diagnostics de performance énergétique, ils sont envoyés à la base nationale ADEME sous format Excel avec un fichier de HTML qui est concaténé sous une base de données qui absorbe de l'Excel. Donc on sait aussi faire ça. Donc voilà, moi je pense que c'est l'enjeu là en termes techniques informatiques de bien avoir en tête qu'on ne traitera pas qu'un seul format, qu'il faut s'ouvrir à de multiples formats. Et c'est vrai que par rapport aux informations liées au permis de construire, le maître d'ouvrage et le propriétaire gardent aussi beaucoup de données. Ce sont des données qui sont extrêmement importantes pour l'ensemble de la vie du bâtiment. Donc il y a la collectivité, mais il y a aussi ce qu'en fait le maître d'ouvrage et le propriétaire. Et puis les assureurs, et puis... Oui, quand vous regardez le nombre de parties prenantes, ou si on avait un cœur de plateforme de transmission de données, on gagnerait tous, très clairement. Mais on l'avait démontré avec l'ESH il y a quelques années, qui avait fait un livre blanc sur justement le gain de productivité, de ne pas recollecter de la donnée de multiples fois. Je pense que cette démonstration aujourd'hui, elle est faite. À ceux qui me demandent quelquefois, qu'est-ce que ça rapporte le BIM, combien ça coûte ? Je dis, ça coûte quoi ? Ça coûte combien l'absence de BIM, l'absence de données numériques quand on doit réhabiliter un patrimoine ou l'exploiter ? Je suis d'accord. Tout le marché des captations 3D et autres, on s'en rend compte en ce moment, c'est un marché en soi. Donc, effectivement. Petite dernière question sur ce volet-là. Comment faire pour participer à l'expérience et dans quelles conditions ? Demande M. Chab, qui est architecte. Alors c'est un peu trop tôt pour répondre à la question parce qu'on est en train de se mettre autour de la table avec le ministère, les professions, plan de BIM 2022 pour voir, puis c'est sans doute le ministre qui lancera officiellement la campagne, enfin le démarrage de cette campagne d'expérimentation qui se fera forcément avec des communes volontaires, des maîtres d'ouvrage volontaires, une maîtrise d'œuvre volontaire, et donc c'est un peu trop tôt pour répondre. Mais moi, je répondrai à l'inverse. C'est entre leurs mains. C'est-à-dire que nous, on n'est pas devin, et je pense qu'il y a dans tous les territoires des triptyques, collectivité, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et que nous on souhaite les connaître. C'est plutôt à l'inverse. Plutôt dites-nous chez vous. Si vous avez si vous êtes maître d'œuvre, maître d'ouvrage ou collectivité, si vous avez connaissance de ce travail à trois et comment le faire connaître, justement. Plutôt à l'inverse, que là, l'appel à manifestation, c'est dites-nous ce que vous faites dans votre territoire et on va, nous, en tous les cas, au niveau de nos fédérations, le faire savoir, le faire connaître et tenter de capitaliser sur ces expériences. C'est sans doute comme ça que le ministère ou les ministères concernés, parce qu'il y en a plusieurs, il y a la cohésion du territoire, il y a le logement, il y a la culture, il y a le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui est sécurité incendie, il y a beaucoup de mots autour de la table. Donc je pense qu'il y aura un appel à expérimentateurs. C'est pas bien. En tous les cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait déjà une liste de volontaires. On a une question du SDIS de Seine-et-Marne qui nous demande en fait si le PDF va devenir en fait le format standard pour les permis dématérialisés. Dans l'optique réglementation 2022, 1er janvier 2022, oui, c'est bien sur le PDF qu'on part comme format standard. On ne parle pas de rajouter l'IFC ou un format natif d'un logiciel, d'un éditeur de logiciel. On est sur le PDF. Et c'est toujours signé par le maître d'ouvrage. Enfin, on ne change rien aux pratiques. Voilà. Au lieu de déposer une caisse de papier qui part chez les rats après, qui part on ne sait où, on dépose du PDF à distance. Oui, c'est vrai que c'est étrange ces questions parce que
aujourd'hui, l'architecte envoie bien un dossier permis, papier, au maître d'ouvrage, et c'est le maître d'ouvrage qui le dépose. C'est vrai que ça ne devrait pas tellement changer. Non, rien ne change. Non, mais de toute façon, en plus, sur les signatures électroniques, on signe, et puis on envoie. En fait, je comprends pas bien la question, en fait. Est-ce que ça qu'est-ce qui revient plus à l'architecte dans ce cas-là? Non, mais rien. Parce qu'au lieu d'imprimer... Je pense que c'est exactement l'inquiétude qui transparaît dans les questions. C'est est-ce qu'avec ces permis dématérialisés, finalement, l'architecte va plus être amené en fait à aller déposer le permis à la place du maître d'ouvrage. Qu'est-ce que ça va changer comme Mais d'abord, interaction? je sais pas, moi, je sais pas la pratique de tous mes confrères. Enfin, j'en ai une petite idée parce qu'à l'UNSFA, on échange beaucoup entre nous. On dépose pas un permis comme ça. On a généralement déjà été voir la mairie, les riverains, avec le maître d'ouvrage. On a rencontré le service instructeur parce qu'on sait bien qu'un PLU, quelquefois, ça peut s'interpréter. On n'est pas sûr d'avoir la bonne lecture. D'où l'intérêt de matérialiser les règles et dire c'est bien ça. On est bien d'accord. Voilà. Et après, on dépose, mais comme on fait d'habitude, c'est-à-dire c'est le pétitionnaire, donc le maître d'ouvrage qui dépose, l'architecte signe aussi, on doit signer nos pièces, nos plans, etc. Et voilà, donc il n'y a pas plus de, il n'y a pas de basculement ou inversion des rôles. Nous reviennent également des questions sur le coût du BIM, quel est le pourcentage d'honoraires en plus du BIM, ou je travaille pour les particuliers, en maison individuelle neuve, agrandissement et rénovation. Est-ce que ces permis de construire dématérialisés vont me concerner? Et bien sûr, qui sera le détenteur de la maquette? Est-ce que c'est le notaire, l'architecte, les services publics? Oui, alors je vais dire juste un petit mot sur le coût du BIM en disant que on a beaucoup échangé entre professions là-dessus, donc on a chacun nos positions. Mais je crois qu'il y a quand même une chose qui a été à peu près partagée avec la maîtrise d'ouvrage, c'est de dire que on peut, à périmètre égal, réfléchir sur le cadencement des honoraires. C'est vrai que si on veut que le projet soit vraiment pris en BIM, c'est pas à l'avant-projet détaillé qu'il faut le faire, c'est dès l'esquisse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un cadencement qui est sur une production d'il y a 20 ou 30 ans. On pourrait peut-être inciter plus les concepteurs, je parle sous le contrôle des 2 maîtres d'ouvrage, à y aller franchement en donnant un petit peu plus en pourcentage aux phases amont et à rattraper après sur d'autres phases. Ça, je parle évidemment quand le BIM aura été digéré par tout le monde et que la notion de surcoût n'apparaîtra plus parce qu'on verra tout ce qu'on a des économies que l'on réalise chez nous. Donc moi, je pense quand même que sur certains cas, ça vaudrait le coup de remonter un peu de moyens très tôt sur le projet pour que l'architecte plonge bien avec ses partenaires ingénieurs pour faire les simulations comme il faut. Oui, on a un petit peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que on nous promet un outil au service de la performance. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de nous dire à la fois de le prescrire et à la fois de le payer. Alors si c'est performant, utilisez cette performance et peut-être qu'il faut le temps que ça se mette en place. Tous les acteurs doivent investir. Tous les acteurs doivent porter leur propre transformation et il faut trouver le bon niveau à chaque fois. Peut-être, c'est ça aussi, la question du coût, elle va se trouver aussi dans la question du bon niveau de développement à chaque fois. Donc on attend un petit peu de voir, on le sait, il y a des agences qui nous disent nous on est plutôt moins cher, donc c'est compliqué de dire qu'il va y avoir un pourcentage d'honoraires en plus. Non mais là dans mon propos c'était, j'aurais quand même. Non, c'est juste un décalage. C'était. Parce qu'en réalité, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, vous avez une première phase où les agences et les bureaux d'études ont besoin de s'équiper. Mais normalement, si l'éditeur logiciel a fait son boulot, il y a un gain de productivité derrière. Donc c'est à l'inverse, nous qui devrions, en tant que maître d'ouvrage, demander à nos maîtres d'œuvre combien c'est moins cher puisque vous avez un outil plus productif. Donc voilà, on a une phase effectivement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et c'est pour ça que tout le monde pose la question, d'équipement comme on a vécu les équipements quand on est passé en CAO, DAO il y a 30 ans. Il a fallu s'équiper. Mais aujourd'hui, personne ne nous dit c'est plus cher parce que je vous livre un plan
un plan que j'ai fait sur de la CAO-DAO. Il y a, je pense, deux types de comportements. Il y a ceux qui travaillaient encore en 2D. Pour eux, c'est sûr que la pilule, elle est difficile à avaler parce que tout d'un coup, ils se trouvent avec un investissement à faire d'environ 15 000 € par poste. Mais pourquoi d'autres architectes ont déjà fait, il y a 10 ans ou 3 ans, ont déjà fait ces investissements? Ça, c'est un comportement de chef d'entreprise. Si on veut être toujours à l'aise et performant, il faut qu'on s'intéresse et qu'on utilise les dernières techniques. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a deux types de comportements chez nos confrères architectes. Il y a ceux qui sont déjà en marche et qui font du BIM même sans le savoir, parce qu'ils sont sur des logiciels solides et conçus pour ça. Et puis il y a ceux qui se sont laissés embarquer pendant des décennies, des années dans du 2D et qui ont là une marche énorme à franchir. Bon, moi je parlais pas. Imaginons que tout le monde soit au niveau. Je parlais pas de pourcentage supplémentaire. Je parlais juste de mouvements de flux qu'il faudrait lancer plus tôt pour que justement, pour tirer la quintessence du BIM, ça veut dire qu'on va utiliser le pouvoir de simulation du BIM. Eh bien, ça va concerner toute la chaîne amont, les architectes, les thermiciens, les ingénieurs structures. Alors, tu disais, c'est vrai qu'on va avoir plus de productivité. Et que vous pourriez tenter de dire, on va vous baisser vos honoraires. Vous allez voir qu'en fait, ces outils de simulation, si on les utilise à plein, c'est qu'on va largement utiliser le temps imparti, parce que si on divise, c'est des heures de travail, en fait. Nous, on est payé, on a des heures de travail. On va pouvoir faire ensemble plus de simulations, dire, tiens, ça, si on simulait un mur bois, un mur brique, un mur comparé en bilan carbone, voilà, ce qu'on ne fait jamais dans la vraie vie. Voilà, en fait, c'est là que je voulais emmener François, c'est qu'en réalité, on va faire du travail à plus forte valeur ajoutée. Bah oui. Et tout le monde va y gagner, puisque au lieu de passer du temps à faire de la saisie ou à recollecter des données, on devrait normalement, avec ce type d'outils, libérer du temps pour faire du travail à plus forte valeur ajoutée. Et là, du coup, si vous voulez, si on revient à notre conversation initiale sur la continuité numérique, si moi, maître d'ouvrage, vous me donnez des informations qui ont de la valeur pour mes gestionnaires, logement social, investisseurs institutionnels ou autres, bah, eux, ça leur évite de les recollecter. Donc du coup, on donne de la valeur à de l'information. Et donc, il n'y a pas de raison qu'effectivement, celui qui la collecte initialement soit pas payé pour l'information qu'il collecte si elle est utile à la chaîne de parties prenantes. Et c'est là qu'on disait qu'aujourd'hui, une maquette, on est depuis 4-5 ans, là, on voit que ça part vraiment, mais on a besoin de structurer ces informations pour expliquer à ceux de l'amont quelle est la donnée qui a de la valeur en aval. Faute de quoi, on livre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des maquettes qui n'ont pas de valeur financière et technique d'ailleurs aux autres parties prenantes. Oui, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage doit définir ses besoins, les besoins qu'il a pour ses données, les besoins de son usage, s'il utilise la maquette. Mais il ne faut pas qu'il aille trop loin non plus dans la prescription, puisqu'il ne faut pas non plus qu'ils disent complètement, et d'ailleurs les maîtres d'œuvre n'en ont pas envie, parce qu'on nous demande quand même de préconiser le moyen de travail et de le rémunérer. Donc c'est là le paradoxe. C'est pour ça qu'il faut que chacun se saisisse en fait de la propre performance que peut lui apporter ces outils et qu'il définisse lui-même comment il peut s'en servir et quelle performance il lui donne. Alors évidemment, au sein de la maîtrise d'ouvrage sociale, on définit à la fois les besoins au niveau du DOE, et là que les maîtres d'œuvre et que les entreprises ne peuvent pas connaître parce qu'ils sont liés à des habitudes, à des logiciels de gestion, à des types d'organisation. On peut définir des usages de la maîtrise d'ouvrage au cours de la construction, mais ils seront peut-être moins importants, moins structurants en fait pour la démarche. On avait fait un travail, toutes nos professions confondues, sous l'égide de la MIQCP, Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, où on avait rebalayé les livrables en mode classique, mettons loi MOP, et on avait à côté écrit la troisième colonne, l'équivalence du livrable BIM. Et ça répond aussi aux questions de tout à l'heure sur la dangerosité de la précision d'une maquette numérique, qui est une maquette numérique, mettons, d'avant-projet sommaire, qui est absolument pas faite pour être comprise comme un projet d'exécution. Et donc, on aura dans nos livrables aussi bien les PDF de chacune des phases que les maquettes de chacune des phases. Et nous ne trompons pas d'usage. Et c'est vrai que, comme vous nous citiez en tant qu'éditeur de logiciels, c'est sûr qu'il y a un coût de transformation qui est bien plus important que le coût d'exploitation. On accompagne une transformation aujourd'hui et c'est beaucoup d'investissements personnels. On s'en rend compte que c'est
voilà, finalement, le matériel ne représente qu'une fraction de ce coût et que ça joue beaucoup. Je rebondis sur ce que vous disiez, Madame Semri, tout à l'heure. C'est vrai que c'est en ça qu'est notre enjeu, c'est de rendre les outils accessibles pour les usagers dans l'exercice de leur métier. Et c'est en ça qu'on travaille et c'est vrai que c'est ça qui prend du temps. Et on le sait bien, le temps, c'est un coût aussi, en fait, pour emmener effectivement tous les acteurs à utiliser ces outils. Vous parliez du degré de précision, ce sont des choses qui évidemment se règlent, mais qui nécessitent de maîtriser le système sur lequel on intervient. Et là, c'est cette compétence qui est à acquérir qui peut demander un peu de temps, effectivement. Et être à l'écoute des besoins des acteurs. Oui. C'est vrai que c'est important aussi, surtout tout au long de la chaîne. Et effectivement, en ayant cette vision globale de qu'est-ce qu'on nous demande et pourquoi on nous le demande, et donc comment je le fais, finalement, parce que pourquoi je le fais, je crois que c'est la question clé de tout cet événement. Est-ce que les délais d'instruction pourraient être raccourcis grâce à cette dématérialisation? Question qui nous vient de l'agence Archipôle. Oui, franchement oui. Quand tout le monde sera en capacité de le faire, déjà on a vu que ça ne les rallonge pas. C'est une bonne nouvelle, parce que pendant la période de confinement, ceux qui étaient en démat, ils ont pu continuer à bosser. Je crois que c'est l'enseignement majeur de notre collègue de la mairie de Paris, Oui. c'est que s'il y a une mairie qui a continué à instruire, c'est bien celle qui avait mis en place un processus dématérialisé. Oui, et puis alors, on n'est pas les acteurs qui instruisons pour le coup, Donc, mais la mairie de Paris nous a bien dit que c'était plus rapide. Voilà. Donc on leur fait confiance dans leur retour d'expérience. Et on ne répondra pas à cette question-là, parce que c'est eux qui vont y répondre, c'est eux qui vont trouver. On n'a pas pour autant le délai qui se raccourcit aujourd'hui. Parce que d'abord, c'est pas l'objectif forcément poursuivi. Et puis la mairie, elle, peut instruire très vite, mais elle envoie aux concessionnaires, aux SDIS, enfin aux autres services, voilà. Donc c'est quand on aura tout le monde dans la boucle que ça prendra vraiment du temps. Sur l'expérience de Bussy-Saint-Georges, on a quand même pu démontrer, il y avait 3 instructeurs en fait. Il y avait EPAMAN, il y avait la ville de Bussy-Saint-Georges et il y avait la DDT. On a réuni tout le monde en une séance. Et on a pu démontrer qu'on avait fait en 2 heures, en parlant beaucoup, parce qu'on savait de la pédagogie, que au moins vis-à-vis de la conformité PLU, on pouvait l'instruire de manière fluide, comme ça, en direct live, avec l'instructeur, sans qu'il ait eu à investir du matériel ni de formation, parce que on était venu avec. Et donc, oui, ça peut scratcher les délais. C'est évident. Par la compréhension immédiate et la mise en évidence des contraintes respectées ou non respectées, tout le monde gagne du temps. On nous demande justement, le CSTB, à nouveau, le PCBIM a été à l'initiative de l'architecte. Quels ont été les process et outils côté service instructeur, côté mairie de Bussy Ben justement, on a voulu la jouer soft. On leur a mis aucune charge, on est juste venu très gentiment, modestement leur dire voilà, si vous voulez, on s'est amusé à instruire chaque article du PLU et à faire sur notre maquette, article après article, la mise en évidence des règles. Et on avait collé sur le socle de la maquette virtuelle le texte de l'article, parce qu'un article peut s'interpréter d'une façon ou d'une autre selon si vous faites ci, alors c'est telle règle, si vous faites ça, alors c'est telle autre. Donc on avait déjà cette lecture contradictoire. Et c'était très intéressant. D'ailleurs, la maire de Bussy-Saint-Georges qui était là a découvert que mais ça, elle le voyait pas comme ça. Mais il dit oui, mais c'est écrit comme ça dans le PLU. Sur le balcon, est-ce qu'on le prend qui bon, voilà. Et donc, même pour l'élu, ça a été très intéressant de voir cette spatialisation parce qu'il a vu son PLU en 3D, ou les conséquences des règles du PLU en 3D. Voilà. Donc, oui. Donc, soft, avec la mairie de Bussy-Saint-Georges qui a pu en bénéficier. Ça marche. On a un ensemble de questions sur l'implication de la maîtrise d'ouvrage. Je pense qu'on a déjà bien couvert le sujet. Oui, moi, je vais juste, par rapport à ce que je vois là, dire une chose. Quand je vois le MOA, le maître d'ouvrage doit exiger du BIM pour la 3D liée à la donnée, voilà, chacun son métier, aux architectes de trouver leurs usages, aux maîtres d'ouvrage de trouver leurs usages, parce que ce débat, il est parti du fait que la maîtrise d'ouvrage se fera sur la gestion et donc il peut bien payer le BIM. Sauf que c'est pas si simple que ça. Donc j'ai bien expliqué au début. Chacun est expert de son métier. Laissons les gens développer leurs propres usages, définir leurs propres besoins. Et c'est pas Yaka Faucon, hein, c'est un peu plus compliqué que ça.
Et les maîtres d'ouvrage, comment les sensibiliser? Ils sont extrêmement sensibilisés, hein, et j'en vois beaucoup, des bailleurs sociaux qui tirent même des maîtrises d'œuvre. On fait des expérimentations avec les entreprises, donc on est à la manœuvre, on est super volontaire. Donc voilà, je vais renvoyer la question. Mais d'autant plus que c'est bien ce qui avait été décidé, c'est que l'État n'allait pas, ou le ministère n'allait pas imposer à marche forcée d'aller au BIM, parce que on sait que le marché le demande. Donc c'est vrai que quelquefois c'est le maître d'ouvrage qui peut tirer l'archi, qui est un peu en retard, quelquefois l'inverse, mais voilà, le mouvement il est bien lancé, et le plan BIM 2022 a dit, en 2022, chaque profession aura formé ses ressortissants. Donc ça arrive vite, mais... Pour reprendre ce que dit Cécile, le BIM n'est qu'un outil, et il faut savoir ce qu'on veut faire des informations avant de se préoccuper de savoir si on impose tel ou tel outil. Donc je crois que la stratégie de quelle donnée, pourquoi faire, pour qui l'achète, pour qui ça a de la valeur, c'est le cœur du sujet. Et après, le choix de l'outil est un autre sujet. Comment on s'en occupe. Oui, voilà. Non, et après, on retombe sur le problème. Faire un permis de construire proche du décès. Mais non, mais c'est pas à faire, ça. Mais non, bien sûr. Non, mais là, je comprends pas. Moi, je dis que c'est niveau avant-projet détaillé. Avec, voilà. On change pas le niveau. On change pas. Et donc, je vois pas d'où vient cette idée d'un permis proche d'un DCE. Non, c'est un APD sur lequel on a simulé les performances qu'on doit simuler au stade d'un avant-projet détaillé. Chaque chose en son temps. Ouais. Très bien. Ah, c'est le piège dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'une maquette, c'est magnifique parce qu'on peut plonger dedans, zoomer, dézoomer, alors que moi, quand j'ai commencé ma carrière, vous pouviez pas zoomer dans un plan papier au 200e qui avait été copié avec une machine à ammoniac. La dernière question, elle est intéressante parce que elle pose sur l'équipement logiciel. Est-ce que en marché public, un maître d'ouvrage peut imposer un logiciel natif? Bon, la réponse, elle est non. Un maître d'ouvrage privé pourrait imposer, je veux tel format de tel éditeur. Voilà. Ça va pas dans le sens de l'histoire. Ça peut servir ses intérêts parce que lui, il a peut-être chez lui le logiciel et il veut ça. Bon. Mais l'avenir, c'est quand même le partage et donc le respect des normes open source, open BIM, telles que les IFC. Oui, c'est le développement de l'IFC. Des fois, le maître d'ouvrage demande du format natif en plus. Oui. Et oui, mais quand on ne veut pas le fournir. Si j'ai pas le logiciel, j'utilise l'autre. Ils sont pas nombreux, hein, il y en a 3 ou 4. Bon, non, mais on risque d'être exclu. Non, je dis, il demande le natif. Il demande pas le natif de tel format. Ah d'accord. Non, parce on en a vu qui ont demandé le natif de tel format. Et ça, en général, on prend le bazooka et on non, on peut pas prendre le bazooka. Non, mais on dit que c'est contraire. Enfin, en marché public, c'est clair. On ne peut pas. En marché privé, le client fait ce qu'il veut. Bah, je pourrais taxer de partialité, mais c'est vrai qu'on en revient à la... Je sais pas pourquoi, mais... Un petit mot sur les beaux outils de Advent. D'un autre côté, c'est vrai que nous, on a aussi un format natif, hein, mais c'est sûr qu'on est beaucoup investi sur l'IFC, parce que c'est comme ça qu'il nous semble qu'on peut garantir de la pérennité de la donnée et la souveraineté, justement, de qui va être utilisateur de cette donnée par la suite. En fait, l'enjeu, c'est encore une fois d'aller vers un standard de transfert. Donc, aujourd'hui, on parle du PDF. Moi, je suis parti de ceux pour qui le PDF n'existait pas il y a quelques années. Et on avait d'énormes problèmes à s'envoyer des fichiers sous Word ou en open source. Et on a inventé le PDF parce que du coup, ça permettait de s'envoyer des fichiers que tout le monde pouvait lire avec un logiciel gratuit. Enfin, on voyait derrière, il y a vraiment cette notion de acquisition d'informations fiables à coût marginal. Si vous avez pas ça en tête, et je pense que c'est ce qui nous a un peu perdu ces dernières années avec le BIM, c'est que voilà, un instructeur, il va pas se prendre la tête à acheter des logiciels métier. Il aura un visualisateur. Il faut lui donner des outils d'acquisition d'informations fiables à coût marginal. Tout à fait. Nous, on s'efforce de produire de la donnée lisible dans ces outils. Peut-être pour en finir, on nous demande comment s'est diffusée cette initiative après l'expérience de Bussy. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences du même genre? C'est une question de Christophe Lheureux du groupe 3F. Oui, il sait bien, Christophe, que malheureusement non.
Enfin, moi, j'ai pas entendu parler. Je peste un peu parce que ça a été déposé il y a 4 ans, ce permis de construire de Bussy, et je pensais que ça allait générer des appétits. Mais voilà, maintenant, je suis content parce que d'ailleurs, cette visioconférence avec 1500 inscrits montre qu'il y a. Et puis bon, le confinement nous a aidés. Vous savez comment le fax s'est répandu en France? Après 2 mois ou 3 mois de grève très dure de la Poste. Ah. Voilà. Donc il faut quelquefois des petits chocs, des paralysies pour rebondir sur des filières. Et donc, si, il y a une retombée du permis de construire numérique de Bussy-Saint-Georges. C'est le canton de Genève qui nous a aussitôt appelés pour, lui, aller beaucoup plus loin. Eux, ils vont carrément plus loin, mais voilà, il y a au moins ces retombées-là. Après, bon, faut donner le temps au temps. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir raison trop tôt. Il faut voilà. Et maintenant, le moment est venu. Je crois qu'il y a un vrai appétit et un vrai intérêt pour ces questions-là. Oui, et c'est vrai que le plan BIM 2022 initie des expérimentations, comme l'avait fait le PTNB. Et c'est bien aussi qu'à ce moment-là, on puisse réagir avec les acteurs, initiés par l'État sur ce sujet-là. Vous en parliez là, les vertus de l'expérimentation. Oui, c'est ça. Même nous, éditeurs, on est toujours ravis d'apporter la preuve par l'usage complètement. Mais c'est vrai qu'encore une fois, disons, enfin, toute proportion gardée, merci à cette période que nous avons traversée, qui va nous ouvrir les yeux sur bien d'autres choses, et notamment l'intérêt de faire une visioconférence avec 1500 personnes ou faire une conférence avec. Bon, c'est infaisable. Le coût CO2, enfin, il n'y aurait jamais eu ces personnes qui seraient déplacées. Ça rend, pourvu que les gens aient le bon flux dans la région où ils sont, ça démocratise. Il n'y a plus que le parisianisme, quoi. Tout le monde peut accéder au niveau d'information, échanger. On recueille des questions qui sont concises, pertinentes. C'est quelquefois plus efficace que certaines grandes manifestations présentielles. Voilà, donc c'est aussi un enseignement qu'on peut tirer de cette période, qui montre que, et d'ailleurs, je crois que les entreprises sont toutes en train de réfléchir à la demande de leurs salariés. Ça a été le cas dans mon agence, on n'est pas très nombreux, on est 7, mais j'ai des demandes de poursuivre le travail à distance, dont on a pu démontrer qu'il marchait très très bien, surtout nos outils de modélisation. Voilà, il y a un changement de regard. Je pense qu'on va arrêter de faire des réunions en mobilisant 15 personnes avec 2 heures de bouchon à l'aller, 2 heures de bouchon au retour, puisqu'on a montré qu'on pouvait travailler très très bien à distance. Ce qui n'empêche pas du plaisir de se voir et voilà. Mais je pense qu'il va falloir discerner un peu. Ça va rééquilibrer, probablement, oui. Un mot de la fin? On a déjà dit beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Non, le mot de la fin, pour moi, c'est que ça marchera que si on y va tous avec la même envie d'y aller, de changer et de s'améliorer. Enfin, c'est toujours la chaîne avec la résistance du maillon le plus faible. Tout le monde est concerné. S'il y a un maillon faible là-dedans, ça va mettre 2 fois plus de temps. Mais je crois que notre présence ici et puis ce qu'on voit autour montre qu'il y a vraiment la volonté d'y aller maintenant. Bien, merci beaucoup. Pardon, il y a peut-être d'autres mots de la fin, monsieur. Oui, parce que si on veut essayer de conclure, c'est en réalité l'industrie immobilière, comme toutes les industries, découvre, alors avec peut-être plus de retard par rapport à d'autres, mais découvre la valeur de la donnée, l'échange d'informations, et effectivement toute notre industrie évolue et comme le disait Cécile, chaque acteur intègre les bénéfices de cette digitalisation et surtout ces bénéfices ne prennent de l'ampleur qu'à partir du moment où vous êtes dans cette fameuse continuité numérique dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est vraiment l'élément clé. Sinon, si vous pensez que dans votre silo en disant je fais moi ce qui m'intéresse et ce qui m'arrange et ce qui va m'améliorer de la productivité en conception, sans vous dire que les données que vous capturez peuvent être utiles à d'autres si elles sont organisées ou traduites différemment, vous perdez une partie de la valeur, c'est évident. Donc là, on a un enjeu de faire comprendre. C'est peut-être là-dessus, comme disait François, une vision du tableau global pour permettre à chacun d'y trouver sa place. Et un mot de la fin aussi, c'est un sujet assez tentaculaire. On peut le prendre par plein de bouts et après on tire des fils quand même assez longs. Donc c'est vrai que voilà.
c'est effectivement le risque de ce sujet. Mais on voit que tous les acteurs peuvent tirer le fil assez loin. Donc oui, vaste sujet, et c'est bien de se retrouver aujourd'hui autour du PC. On voit bien que voilà, dès qu'on parle du PC, en fait, on parle de plein d'autres choses parce que ça soulève beaucoup de questions. Il n'y a pas que le PC dans la vie. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.